ronde ce matin qui est approvisionnée aujourd'hui. Et donc, j'ai le grand plaisir d'appeler Ludovic Dupin, qui est directeur de l'information de la SFEN, qui va animer cette table ronde, ainsi que Jean-Michel Kilikini d'EDF, François Lurin, Darius Kozak et Philippe Carl. Merci à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup, merci à vous tous d'être là. Donc effectivement, comme ça a été évoqué, le sujet de l'uranium, du combustible, de l'alimentation du parc passe parfois en dessous des radars. Pourtant, c'est au cœur de la sécurité d'approvisionnement, de l'économie, de l'indépendance énergétique. Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, d'autant plus avec les crises géopolitiques qu'on connaît. Il y a la crise avec la Russie, il y a le putsch au Niger, il y a le Moyen-Orient, même si c'est moins impactant sur le cas de l'uranium. Il y a aussi la crise du Covid qui a affecté les installations industrielles. Donc on va parler de ça aujourd'hui sur cette première table ronde avec Jean-Michel Kilikini, qui est directeur de la division combustible nucléaire chez EDF, François Lurin, qui est directeur de la business unit chimie enrichissement chez Orano, Darius Kozak, qui est économique analyste chez Euratom Supply Agency. Alors Darius comprend le français mais s'exprimera en anglais. Et enfin Philippe Carl, qui est chargé de mission collaboration bilatérale pour le CEA et qui nous parlera plus spécifiquement des États-Unis. Monsieur Kilikini, on va commencer par vous si vous voulez bien. Comment EDF aujourd'hui gère son approvisionnement? Comment il assure la sécurité de la production? Comment est-ce qu'on est sûr que tout va toujours produire au bon moment? Vous avez le... Alors, oui. C'est un sujet qui est essentiel. On l'a dit, on a de superbes machines, le parc nucléaire que nous ont laissé nos anciens, qui a pris naissance d'ailleurs dans les années 70 avec des choix technologiques qui sont issus de l'histoire, qui sont issus des chocs pétroliers, du choix déjà de la France de faire preuve de souveraineté, d'une indépendance, donc de résilience par rapport à la géopolitique. Et finalement, l'uranium, c'est un peu comme une voiture sans essence, ça ne va pas très loin, même si on a une superbe technologie en face de nous. Donc c'est un peu l'obsession depuis l'origine d'EDF d'avoir, alors, pour son cycle, et on va revenir quelques secondes là-dessus. Alors évidemment, pour beaucoup, ce sont des éléments assez simples que je vais évoquer là, mais pour ceux qui sont peut-être moins familiers, rappeler quelques éléments. Un assemblage combustible, ça ne se trouve pas forcément sur étagère dans un magasin de grande consommation, et c'est le résultat de tout un cycle. Alors, en l'occurrence, c'est le choix qui a été fait en France. Alors ça part de la mine, ça a été très bien exposé par l'intervenant précédent, des mines qu'on peut trouver dans le monde. On va transformer cette matière, une fois qu'on a le yellow cake, qui est souvent d'ailleurs noir et pas jaune, on va convertir ce yellow cake en gaz qui s'appelle l'UF6, qu'on va ensuite enrichir dans des usines d'enrichissement. Et on va envoyer ce gaz-là, alors qui se présente sous forme de cristaux à température ambiante, on va l'envoyer chez ce qu'on appelle nos fuel vendors, donc les deux principaux fournisseurs qui vont nous permettre, nos partenaires qui vont nous permettre de créer les assemblages combustibles. Et à l'issue, ce sont ces assemblages qu'on va effectivement mettre en réacteur. Donc vous voyez que ça fait intervenir dans la chaîne un certain nombre de fournisseurs différents, de pays, d'usines. Et ce n'est pas tout. On parle bien de cycle, c'est-à-dire qu'une fois, on n'a pas une logique Kleenex, c'est qu'une fois que le combustible usé a donné toute énergie qu'il pouvait donner dans nos réacteurs, il va avoir une deuxième vie. C'est-à-dire qu'on va prendre ces assemblages combustibles, on va les envoyer chez Orano à La Hague, après refroidissement, où ils seront recyclés. On va extraire trois choses. De l'uranium de retraitement, qui va être la plus grande quantité effectivement de matière que l'on extrait, c'est à peu près 95%. Donc si vous prenez la masse, à peu près 1000 à 1100 tonnes par an, on va extraire à peu près 95% sous forme d'uranium de retraitement, qui va pouvoir lui-même refaire un cycle complet, comme le cycle que je viens de décrire. Et on a évidemment du plutonium, c'est à peu près 1%, donc ça fait 96% de matière recyclée. On va faire du MOX, donc du mix oxide, donc des éléments combustibles spécifiques et qui fonctionnent très bien en réacteur. Et on va avoir 4% de déchets ultimes, donc qui sont essentiellement composés par les éléments métalliques, un assemblage combustible, c'est beaucoup de métal à l'intérieur duquel on met des pastilles. Donc c'est un métal un peu particulier, donc une fois qu'on le coupe en petits morceaux, on va compacter tout ça dans des colis spécifiques pour les envoyer le moment venu à Cigéo quand Cigéo aura démarré. Et il reste aussi des produits de fission qu'on va aussi vitrifier et qu'on va ensuite préparer pour une expédition future à Cigéo. Donc une fois qu'on a fait ça, on voit que 96% de la matière qui sort de nos réacteurs, en fait, elle va retrouver une deuxième vie et c'est extrêmement précieux. Donc vous voyez les quelques chiffres sur ce transparent. Quand on parle... Alors,
c'est bien de parler parfois, quand on est sur des startups innovantes, des éléments un peu de labo, mais là on n'est pas sur des éléments de labo, on est sur des flux industriels qui sont tout à fait conséquents. Quand on est sur des approvisionnements de l'ordre de 7000 tonnes de matière par an, entre 6 et 7000 tonnes de matière d'uranium naturel, des besoins de convertir cette matière-là pour des flux équivalents, ce qu'on appelle des UTS, donc ce qui est la mesure de l'enrichissement, unité de travail de séparation, donc ce qui va effectivement permettre de passer d'un uranium naturel à un uranium enrichi. On est sur des flux industriels, on est sur des grosses usines, on est sur des besoins, et ça revient à la question, Ludovic, que vous posiez, on est sur des besoins que ça marche durablement avec résilience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a posé cette équation-là, ce cycle, les besoins d'alimenter nos 56 réacteurs en fonctionnement, et demain les EPR de Flamanville 3 qui ne va pas tarder à démarrer, et puis les EPR 2 qu'on va construire dans le futur, voire d'autres réacteurs encore ultérieurement, on voit bien qu'il faut qu'on dispose d'une supply chain qui soit absolument robuste. Alors ça appelle, si on veut faire ce travail correctement d'alimentation, ça appelle un certain nombre de fondamentaux qu'on respecte depuis l'origine de nos réacteurs. Il y a 4 piliers qui permettent de donner à la France une résidence qui est tout à fait exceptionnelle, et j'y reviendrai si vous souhaitez dans les questions-réponses. D'abord, on bâtit un portefeuille de contrats long terme, c'est-à-dire qu'on ne raisonne pas simplement sur du marché spot comme on peut le faire sur certaines commodités. Par exemple, sur le marché gazier, pétrolier, on peut avoir des intervenants qui essayent de tirer profit des évolutions de marché à la baisse en se positionnant à des moments très précis. Nous, ça ne marche pas sur des flux industriels. Ça ne marche pas pour nourrir des usines, pour donner de la visibilité. Il faut qu'on ait avec nos industriels partenaires une vision de long terme. Donc c'est le point qui est évoqué aussi, c'est un des 4 piliers. Des contrats à long terme qui sont bâtis dans des logiques de partenariat avec des industriels sur la base de prix industriels et pas forcément des prix qui peuvent parfois être des anomalies de marché à la baisse comme à la hausse. En 2016, les prix industriels étaient très bas. Il se trouve que les prix ont beaucoup monté. Si je prends l'uranium naturel, ils ont dépassé les $100 en début d'année. Nous, ce qui compte, c'est d'avoir une rémunération qui soit satisfaisante pour l'industriel, lui donner de la visibilité pour qu'il puisse investir. Je vais juste vous donner un élément. On a déjà passé des contrats pour la décennie 2030-2040. Donc on est en capacité de dire à un industriel, si vous investissez, vous aurez la rémunération, vous aurez du volume, et ça c'est absolument essentiel. Donc un portefeuille de contrats qui bâtit sur le long terme, une diversification, ne jamais dépendre d'un seul pays, d'un seul fournisseur, d'une seule usine. Par exemple, Cigar Lake, on l'a vu, fournit un très bon uranium de très bonne qualité. Par exemple, pendant le Covid, Cigar Lake était fermé. Eh bien, on ne peut pas expliquer aux directeurs d'usines et aux Français et aux industriels français, ah ben, pas de chance, on a eu le Covid sur notre seule mine qui nous fournirait, et donc il n'y a plus d'uranium pour nos réacteurs, et donc il n'y a plus d'électricité. On voit que c'est totalement inacceptable. On peut avoir des troubles géopolitiques. Le Niger a été évoqué, il y a la guerre russo-ukrainienne, donc il peut y avoir aussi un certain nombre de pays qui soient plus ou moins faciles d'accès. Je pense au Kazakhstan. Si le Kazakhstan, qui exporte en grande partie par la Russie, ne peut plus demain exporter par la Russie. La logique, diversification, plusieurs fournisseurs, plusieurs usines, plusieurs géographies, et ça marche bien. Une usine peut brûler, il peut y avoir un problème tel quel qu'il soit, il peut y avoir des grandes grèves dans une industrie, peu importe laquelle. On est effectivement sur ces logiques de résilience. Bien sûr, l'autre point, le troisième, sont les stocks. On ne peut pas simplement dépendre à flux tendu de ce qui va sortir ou pas. On l'a vu, hein, là, il y a un pont qui a été heurté par un bâtiment. Le trafic vis-à-vis de Baltimore, du coup, est interrompu sans doute pour de longs mois. On ne peut pas dépendre de flux industriels. On l'a vu pendant le Covid, quand une partie du monde occidental s'arrête, on ne peut pas être en flux tendu sur nos process. Donc on a du stock, ces données sont confidentielles, donc évidemment, je n'en livrerai aucun chiffre, mais qui est confortable pour faire face à différentes configurations. Et dernier point, c'est ce que j'évoquais sur le cycle, nous recyclons. Et recycler, ça veut dire économiser, quand les flux des usines de recyclage sont nominaux, à peu près 25% de nos besoins. Donc quand on a besoin de 7000 tonnes de matière d'uranium naturel, ça veut dire qu'on va commander en gros à peu près 1700 à 1800 tonnes de moins, donc mettre moins de pression sur les besoins à l'accès aux mines, comme ça a été parfaitement exposé. Ce qui veut dire redonner aussi de la souplesse au marché, redonner de la souplesse aux acteurs et se placer dans une logique de développement durable avec finalement une logique assez vertueuse d'utiliser une matière. Et surtout, quand on recycle, c'est en fait 5 fois moins de volume de déchets qu'on va envoyer le moment venu à haute activité vie longue à CIGEO, et c'est 10 fois moins d'activités qu'on va loger dans le sol. Donc c'est vraiment
dans une pensée de développement durable et d'écologie. On est dans une logique où le nucléaire, quand il est bien utilisé, alors on est un peu spécifique là-dessus, ça a été très bien dit tout à l'heure par Guillaume, on a quelques pays qui sont effectivement avec cette maturité technologique, mais ce ne sont pas la majorité, et ça nous place dans une situation de résilience à l'échelle occidentale qui est quand même tout à fait exceptionnelle. Donc on en est fiers. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais eu de problème. On exploite du nucléaire depuis les années 60 et on n'a jamais eu aucun problème de fourniture. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas tel ou tel phénomène qui va arriver, mais avec ces piliers-là, ça nous donne beaucoup de résilience et une capacité à regarder très sereinement le futur. Voilà, pour l'essentiel. Merci. Du coup, j'ai une petite question quand même. Le parc actuel, c'est un parc qui évolue. Il va y avoir des prolongations de durée de vie, des augmentations de puissance peut-être, des cycles, enfin des situations du MOX allongées. Est-ce que ça impacte la façon dont vous gérez cet approvisionnement du parc ? Alors, quand on a des projets, on en a beaucoup, parce qu'en fait, le combustible qu'on met dans nos réacteurs aujourd'hui, vu de loin, c'est toujours la même chose, parce qu'on connaît les sites. Par exemple, si on s'intéresse à Bugey, à Dampierre, à Gravelines, etc., on voit toujours les mêmes centrales posées au même endroit. En fait, le combustible a beaucoup changé depuis l'origine. Et on a encore des projets, alors, par exemple, le projet d'augmentation de puissance sur les centrales 900 et surtout sur les centrales 1300 MW. Augmenter la puissance sur la partie îlot nucléaire, ça veut dire avoir un combustible un peu différent, un peu plus enrichi, qui aura des caractéristiques un peu différentes, sur lesquelles on est en train de travailler avec nos deux fournisseurs, avec Framatome, Lionel qui est dans la salle et ses équipes, avec aussi Westinghouse. Et on est déjà en train d'imaginer, alors ça va se faire, ça met toujours quelques années. Dans le nucléaire, on est très sérieux, on fait beaucoup d'études de sûreté, on fait beaucoup de tests de qualification. C'est plutôt à l'horizon 2028-2030 qu'on aura ces innovations qui vont arriver. Allonger les campagnes aussi, ça va aussi modifier quelques éléments combustibles, quelques caractéristiques. Mais globalement, on va passer d'une douzaine de produits combustibles, donc un peu sur étagère. Hein, c'est pas le même combustible qu'on met sur Bugey, par exemple, ou sur Civaux, ou qu'on va mettre sur Dampierre ou sur Trécastin. Ils ont chacun leur spécificité. On va passer de 12 modèles à 25 modèles à l'horizon 2030. Donc c'est un peu plus compliqué à gérer pour la supply chain, donc ça nécessite des efforts, un dialogue, mais ça se gère tout à fait bien. Je ne suis pas sûr que dans la salle, vous sachiez qu'on avait 12 combustibles différents aujourd'hui. Ça ne pose aucun souci, on le gère depuis des dizaines d'années. Qu'on en gère 25 types demain, ça ne sera pas beaucoup plus compliqué. Néanmoins, c'est beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts et une supply chain qui est évidemment très, très à l'écoute de ça. Donc, oui, il peut y avoir des changements, ce n'est pas une continuité absolue, mais pour autant, on a, et c'est une grande fierté, l'année dernière, eu la meilleure fiabilité du combustible, qui est la première barrière en termes de sûreté. Il y a 3 barrières, vous savez, c'est le circuit primaire qui est la deuxième barrière, la barrière acier, puis la barrière béton qu'on trouve, donc les dômes que l'on connaît bien sur nos centrales. La première barrière, c'est le combustible, et il n'avait jamais été aussi fiable depuis l'origine du parc nucléaire. Donc on voit qu'on progresse, les produits progressent, et la supply chain est au rendez-vous, et on en est très très fiers. Donc cette logique de diversification, de temps long terme, de donner une vision de partenariat à l'ensemble de nos industriels, c'est effectivement comme ça qu'on a à la fois de la résilience et qu'on a aussi des produits d'une exceptionnelle qualité. Et on en est, encore une fois, très très fiers. Merci beaucoup. Monsieur Lurin, on va passer à vous si vous voulez bien. On l'a vu, le dernier CPN a mis la Hague à l'honneur, mais en fait tout le cycle à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les installations industrielles du cycle en France et vers où on va du coup ? Oui, alors on va parler déjà de l'amont, dont je m'occupe chez Orano. Alors, chez Orano, en France, on a des activités, donc, comme on l'a dit, de conversion et d'enrichissement de l'uranium, sur lesquelles, qui sont des installations récentes, qu'on a renouvelées au cours des dernières années, aux derniers standards de sûreté, et qui nous permettent de produire la matière nécessaire à l'ensemble de nos clients. Évidemment EDF en premier lieu, mais aussi un certain nombre de clients dans le monde. On exporte beaucoup chez Orano, on croit parfois qu'on est un peu franco-français, mais sur ces métiers-là, on exporte énormément dans le monde et on va en parler. Alors notre premier enjeu sur l'amont du cycle, c'est le métier de la conversion, qui est une étape préalable qui va permettre de produire un matériau qui va passer plus facilement en centrifugeuse et donc d'être enrichi. Donc c'est l'étape de conversion qu'on réalise sur 2 sites industriels en France, à Malvézy, à Narbonne et puis sur le site du Tricastin. Donc c'est des usines qu'on a démarrées ou rénovées relativement récemment, donc au dernier standard de sûreté. Donc, notre premier enjeu, c'est de produire. On a démarré notamment l'usine du Tricastin en 2018 qui a eu quelques soucis de jeunesse et puis on a démarré plus significativement à partir de 2020. Donc on est dans une phase actuelle de ramp-up.
de ces usines qui progressent chaque année. Donc on était très heureux de franchir l'an dernier la barre des 10 000 tonnes produites sur le site du Tricastin et sur le site de Malvézy, de manière parallèle. Et donc on s'est fixé de nouveaux challenges cette année pour produire environ 12 000 tonnes de conversion sur les deux sites et pour répondre évidemment aux besoins du parc français à terme et puis aux besoins de nos clients. Donc ça nécessite un travail au long cours, à la fois sur la fiabilisation de nos installations. Donc on réalise encore des travaux de déverminage technique de ces installations. On travaille sur la performance de nos activités de maintenance. Et donc là, on va travailler à la fois sur la durée des arrêts, puisque nous aussi, on fait des arrêts, alors ce n'est pas des arrêts de tranche, mais on fait des arrêts d'usine. Donc on a un challenge qui est maîtriser ces durées d'arrêt, puis s'assurer aussi qu'en maintenance courante, on tient à la fois nos coûts et nos délais. Et depuis un an, à travers nos arrêts d'été et d'hiver, on a tenu nos durées d'arrêt sur nos usines de Tricastin et de Narbonne. Donc c'est un grand plaisir, parce que forcément, tenir nos durées d'arrêt, ça veut dire produire des jours supplémentaires. Donc tout ça nous permet, avec aussi une meilleure compréhension du procédé, qui est un procédé pas facile à maîtriser, une finesse dans la gestion au quotidien de la conduite du procédé qui nous permet de progresser pas à pas. Donc ça, c'est le premier sujet de la conversion. Donc on vise à atteindre à horizon quelques années la capacité nominale de l'usine qui se situe... Alors, on varie souvent selon les... Mais on s'est déjà fixé un premier palier, c'est d'atterrir entre 13 et 14 000 tonnes de capacité nominale. Deuxième sujet, c'est l'enrichissement. Alors là, on est sur une problématique un petit peu différente, parce qu'on est sur des usines qui sont, des bijoux de technologie. Guillaume le connaît bien, et qui produisent au nominal à 100% de leur capacité. Il faut bien voir qu'une centrifugeuse... Vous lancez une centrifugeuse, elle va tourner 20, 25 ans, en continu, 24 heures sur 24 et à capacité maximale. Donc ça, on l'a installé il y a une dizaine d'années. Nos centrifugeuses tournent parfaitement, elles produisent sa capacité nominale pour répondre aux besoins du parc et puis de nos clients. C'est ce qu'on a été amené à faire. Alors, beaucoup le savent, on a été amené et pour répondre aux enjeux lié au conflit russo-ukrainien, on est amené à décider d'une augmentation de capacité sur le site du Tricastin d'environ 30%. Donc on a lancé d'ores et déjà, et ça a démarré finalement peu après le démarrage du conflit russo-ukrainien, à l'été 2022. On a réactivé un projet qu'on avait d'ailleurs historiquement dans les cartons, d'atterrir à la capacité qu'on avait prévue au débat public d'origine, d'environ 10 millions d'UTS. Il faut savoir qu'au Tricastin, on produit environ 7,5 millions d'UTS actuellement. Donc on a relancé ce projet parce que des clients nous ont fait la demande de nous substituer aux approvisionnements russes. Et comme je l'ai dit, nos usines tournant au maximum de leur capacité, la seule manière qu'on a d'y répondre, c'est de construire de nouvelles capacités. Ce qu'on a décidé, donc fin 2023, en octobre, pour répondre aux besoins de ces clients exprimés. Alors c'est des gros investissements, donc sans trahir de grands secrets, on peut dire que c'est un investissement d'environ 1,7 milliard qui s'est lancé, qui a été officiellement acté en octobre 2023 et qui va nous permettre de produire de l'enrichissement supplémentaire sur le sol français à partir de 2028. Donc voilà, on a relancé ce projet mi-2022. On a passé un certain nombre d'étapes réglementaires avec succès en tenant nos jalons. On prévoit de lancer un débat public aujourd'hui et en réalité, demain, pardon, on prévoit de couler le premier béton, j'allais dire environ à l'été, avec une production pleine capacité à horizon 2030. Voilà. Et ça, c'est pour répondre aux besoins des clients. Et ces besoins, ils ont été notamment exprimés par des acteurs américains qui ont cherché à sécuriser l'approvisionnement sur le long terme. Jean-Michel l'a exprimé. Il s'agit d'avoir aussi des engagements sur le long terme. Donc on n'aurait pas pu décider d'un tel investissement avec des engagements sur 3-5 ans. Quand on investit 1,7 milliard, il nous faut des engagements de très long terme. Donc là, on parle des engagements sur 10, 15 ans, voire plus. Voilà, donc ça a été acté. Bon, évidemment, on va suivre attentivement le marché parce que, je le rappelle, cet investissement, il a été décidé pour répondre aux besoins liés à la substitution des approvisionnements russes. Et on l'a dit tout à l'heure, on a besoin d'augmenter
les capacités nucléaires dans le monde entier pour répondre aux enjeux climatiques notamment. Donc on va suivre l'évolution de ce driver, l'évolution des capacités installées et, qui sait, réfléchir à des augmentations additionnelles de capacité. Alors elle pourrait être faite en France, mais elle pourrait notamment être faite ailleurs dans le monde et on regarde actuellement le sujet sur le sol américain. Bon, voilà ce qui est de la conversion et de l'enrichissement, avec un impératif, et d'une, atteindre nos capacités nominales sur la conversion, et puis et de deux, regarder les opportunités de marché, puis tenir les délais de nos projets. On a dit tout à l'heure que pour répondre aux besoins de nos clients, il faut aussi que le nucléaire tienne ses délais. Donc il est absolument essentiel qu'on démontre que dans le nucléaire, on sait tenir les délais. Donc on va accorder une grande attention à ce projet d'extension de capacité. Pour l'instant, depuis 1 an, bientôt 2 ans, on a tenu tous nos jalons et on compte bien le faire jusqu'à 2028 et 2030 où on sera à pleine capacité. Voilà. Sur une technologie, encore une fois, maîtrisée. Bon, et puis après, donc ça, je parle de l'amont du cycle. Donc une fois qu'on a enrichi notre matière, on va les livrer, j'allais dire, pour le compte de l'ensemble de nos clients aux fabricants de combustibles. Puis après, Orano va reprendre la main sur le terrain de jeu du cycle sur l'aval. Donc là, on en a largement parlé. Là, on se félicite évidemment du travail mené main dans la main avec EDF pour aboutir aux décisions de ce début d'année. Bon, donc on a acté, donc vous l'avez compris, l'enjeu c'est renouveler les usines de La Hague, sachant qu'on va avoir des réacteurs qui vont produire pour 60 ou 80 ans à horizon 2100, donc il va bien falloir renouveler nos usines, on l'a dit. Donc ça c'est couvrir la période qui va s'échelonner de la fin de nos usines actuelles, 2040-2050 jusqu'à 2100. Donc investissement dans le renouvellement de l'usine de La Hague, investissement dans le renouvellement de notre usine de Melox, dont la nouvelle usine sera basée sur le site de La Hague également. Et puis un travail aussi sur la prolongation de nos usines actuelles, parce qu'on voit bien qu'elles tiennent, ça dépend des équipements, jusqu'en 2040, 2030, 2040, 2035, 2040. Et donc il va falloir un programme de pérennité et résilience qui nous permet de faire la jonction avec les nouvelles usines. Donc tout ça c'est acté, en tout cas les orientations ont été engagées, restera à travailler, et c'est l'objet de ces prochaines années, sur le schéma de financement associé. Et donc ça, on travaille évidemment main dans la main avec l'État et EDF notamment pour trouver les solutions qui permettent de financer des investissements qui sont majeurs. Et puis de travailler sur aussi les choix techniques. Alors même si le procédé, finalement, il va être assez similaire avec ce qui se fait aujourd'hui, il y a aussi d'autres réflexions à intégrer. On parle de multi-recyclage, on parle d'amélioration aussi, d'intégrer de la R&D et de l'innovation dans nos usines existantes. Donc c'est important qu'on continue à travailler à ça. Et être capable d'accompagner aussi le développement du nucléaire avec les combustibles qui seront qui seront issus de nouveaux réacteurs. Donc l'objectif, c'est d'ici fin 2026 d'avoir déterminé les grands choix technologiques qui nous permettront d'avancer. À la fois, on parle de 2040-2100, mais en fait, l'enjeu, c'est maintenant, parce qu'en fait, le constat, au-delà de ceux que j'ai fait tout à l'heure, il y en a un troisième, c'est qu'en réalité, ces développements vont nécessiter environ 20-25 ans. Donc pour être prêt en 2040, 2045, 2050, c'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant qu'il faut engager les études, réfléchir aux choix technologiques qui vont nous permettre de préparer l'avenir. On parle de temps long et c'est un exemple particulier de la vision temps long dont on a besoin d'avoir dans le nucléaire. Voilà pour donc l'amont et puis voilà pour l'aval avec les développements à venir. Et peut-être juste en 2 mots, Orano, ce n'est pas qu'un acteur français, c'est un acteur international. Il y a aussi des investissements industriels ailleurs dans le monde en cours. Il y a des choses significatives. Oui, bien sûr. Alors, on n'a pas trop parlé de la mine, puisque vous vouliez parler plutôt. Donc, évidemment, la mine, on l'a vu avec Christian, on est présent un peu partout dans le monde. En tout cas, dans 3 régions principales. On est présent au Niger, on est présent notamment au Kazakhstan et au Canada. Donc là, évidemment, on continue à investir pour continuer à produire. Vous savez que les mines, ça vieillit. Une mine, ça vieillit également, ça se renouvelle. Donc à la fois, on travaille sur la fiabilisation de nos usines actuelles, à les pérenniser. On travaille aussi sur des nouveaux gisements.
Christian parlait, on investit sur de nouvelles technologies, la technologie Sabre qui peut nous permettre d'atteindre, j'allais dire, des gisements localisés à forte teneur et profonds. Donc tout ça, c'est des travaux qui sont en cours. Et puis on a des développements à venir ailleurs, on l'a évoqué, Ouzbékistan notamment, Mongolie, on a des pilotes industriels qui se lancent. Il y a beaucoup d'attention évidemment portée sur ces régions-là avec aussi le soutien de l'État. Le président Macron a eu l'occasion d'aller en Europe de l'Est il y a quelques semaines. Donc des partenariats stratégiques sont établis, des investissements sont prévus dans les mois et les années à venir. On est en discussion notamment avec la Mongolie pour lancer des investissements significatifs. Voilà. Pour ce qui est sinon du reste du cycle, en fait, alors sur les métiers notamment de conversion et d'enrichissement, bon, le premier impératif qu'on a chez Orano, c'est quand on a une usine qui est en augmentation de capacité, en ramp-up, on cherche à la faire fonctionner. On ne va pas en construire de nouvelles. Donc on a une usine de conversion en France, on va aller au bout de ses capacités, on va suivre avec attention l'évolution du marché. Évidemment, et des besoins de conversion au niveau mondial qui sont en croissance. Le parc nucléaire va tirer de la demande, donc on va forcément avoir des besoins de conversion et d'enrichissement supplémentaires. Donc on suit ça avec attention, mais notre première priorité, c'est de produire avec nos usines actuelles. C'est pas de se lancer dans une nouvelle usine de conversion ailleurs dans le monde tout de suite, en tout cas pour l'uranium naturel. On aura peut-être l'occasion de parler de l'uranium de retraitement ensuite. Et puis, pour l'enrichissement, je l'ai évoqué, on a lancé une extension en France. On regarde le marché mondial, je l'ai dit. Il est assez, on a des prévisions d'évolution du marché mondial qui sont évidemment en croissance sur l'enrichissement, donc on est attentif à ça. On est aussi attentif à la volonté des États d'avancer. Vous savez que les États-Unis ont lancé un gros programme d'investissement pour, j'allais dire, refaire un peu de leur retard vis-à-vis de la Chine dans le domaine du nucléaire. Donc il y a des grosses réflexions en cours, à la fois sur notamment l'enrichissement classique, l'enrichissement à 5% pour les réacteurs actuels. Les États-Unis sont en fort déficit. Grosso modo, ils produisent un quart de ce qu'ils consomment sur le sol américain. Donc ils ont une volonté forte de souveraineté et d'indépendance qui font que ils sont en train de solliciter un certain nombre d'investissements sur sol américain. Donc on les regarde avec attention. Il y a des appels d'offres qui sont sortis. Je crois que mon collègue va en parler, donc on aura l'occasion peut-être d'aborder le sujet en détail. Mais nous-mêmes, on regarde ces sujets-là avec attention. Et pour tout vous dire, on a répondu aux appels d'offres récents sur les sujets liés au HALEU aux États-Unis, à la fois sur la partie enrichissement et déconversion, pour se positionner et accompagner ces développements. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur nos développements à l'étranger notamment. Effectivement, on va revenir sur les États-Unis avec M. Karl. Mais avant ça, M. Kozak, on ne connaît pas forcément bien Euratom Supply Agency. Oui, je vous en prie. On ne connaît pas forcément bien Euratom Supply Agency, vos fonctions et en particulier votre rôle pendant la crise avec la Russie. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quelle est votre mission, quel est votre rôle aujourd'hui? Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. At the very beginning, I would like to start with a short presentation, and maybe I will introduce in a couple of slides who we are and what we are doing, and then I will directly address your question, what is our role in the current energy crisis that we are facing. The Euratom Supply Agency is located in Luxembourg. We are the part of the European Commission with autonomous decision-making process. We have been directly created by the Euratom Treaty, and we are operating since 1960. Our mission is to secure, to maintain security in the supply of nuclear fuels to end users within the territory of European Atomic Energy Community. Our main objective is to maintain security of supply to end users, non-power and power users, by the means of common supply policy. We operating within the framework of the status, which was established in 2008 by the European Council,
And now we have adopted our rules of procedures, which exactly explain in which manners do we operate. What are our prerogatives? First of all, according to the treaty, the Euratom Treaty, we have the right of option for any material, nuclear material sourced within the territory of the European of the Euratom community, which is now European Union territory. And very important thing is that we have an exclusive right to conclude contracts for supply of nuclear materials, those coming from inside and outside the community. So all the supply contracts are void unless concluded by Director General of Euratom Supply Agency. As regards service deliveries, we are only notified, so we do not conclude those contracts. Second pillar of our activity is monitoring of the market. Within the framework of ESA, there is established a market observatory, and we are responsible for conducting survey among European utilities. Every year we present our aggregated data with regard to supply, demand, prices, future requirements for enrichment for natural uranium and conversion in our annual report, which is published by the end of June every year with respect to the data of the previous year. We identify trends and send signals to the market participants when necessary. We provide community with expertise, information, and advice. We may build stocks. There is it's possible according to the treaty, but it is not. This power is not deployed. We are operating under the supervision of the European Commission. Commission can issue directives to ESA. Commission has the right of veto over agency's decisions and appoints its Director General. We do operate as a market actor. We do operate together with a so-called advisory committee. Advisory committee is a body which consists of 51 members. They are coming from all member states of the European Union. They consist of representatives of industry, governments, and utilities. We meet regularly twice per year, and we have a direct contact with the members, which means that we do have insight into the market and direct contacts. When necessary, we are advised, we are consulted by the advisory committee in the merit of our operation. ESA has its own capital and could perceive a fee on transactions, which we do not do. Here we have just an overview of things that I have just presented. The picture expresses our close relationship with ESA Advisory Committee, where we have a direct link to different member states, public administration, nuclear industry, utilities, research community. We also chair European Observatory on Supply of Medical Radioisotopes. We are the subject of the Court of Auditors verification every year. And as mentioned before, we are supervised by the European Commission. Our reports, our activities are reported also to European Parliament. Addressing the question that I have received, what is our role in the current crisis, energy crisis? I will be talking about the Euratom Supply Agency, but I'll be also referring often to European Commission as we work together very closely. First of all, starting from the very beginning of the crisis, European Commission has established and adopted a repower plan, which already in May 2022, which underlines the need for diversification, for acceleration of diversification in the fuel sector in all member states.
ESA, together with European Commission, works closely with the countries concerned the most with the crisis. These are 5 member states operating VVR reactors, and these works are aiming at securing the full access to licensed alternative fuel to all VVR reactors by 2026. These efforts also involve diversification of maintenance services and spare parts deliveries. There are also further works with other involved stakeholders, basically countries which operate plants serving services within the fuel cycle, namely France, Germany, Sweden, and the Netherlands, to address issues in the dependency on the services coming from Russia, basically conversion and enrichment services. From concrete actions, European Commission secured funding for fuel fabricators within the program Euratom Horizon, and the funding was streamlined to fuel fabricators, Westinghouse and Framatome, aiming for funding research and development new fuel for VVR reactors. ESA, additionally, ESA works on international forums with different actors, with third countries, like-minded countries, in order to be up to date and to maintain coordinated effort, to coordinate efforts with the aim to ensure coordinated approach in case of introducing necessary measures. Finally, it's been a long time before the crisis, but now maybe our voice is heard more loudly. We provide every year and at every occasion a set of recommendations. Those recommendations we've heard actually already. They were mentioned by EDF, and the major ones are, first of all, diversification of supplies at every stage of the fuel cycle should take place at the level of each utility, maintaining appropriate level of inventories. Appropriate is the word appropriate is used in pairs because situation is different when we take case by case different utilities, and secure future supplies by entering diversified long-term contracts. We have been using not once, not twice our power, also while signing new contracts for supply of natural uranium, to introduce conditionality into the contracts. Those conditionality was important many years ago, but it's even more important now when the utilities are allowed, because that was the option of alternative supplier. That was the condition to have in all newly signed contracts, of which condition now utilities can benefit, starting negotiations with alternative suppliers, especially I'm talking about VVR operators. Thank you. Merci beaucoup. Un petit point sur l'uranium. On a vu cette keynote sur l'approvisionnement en uranium. Est-ce que la Euratom Supply Agency a une vision sur la production d'uranium en Europe? Well, we acknowledge the fact that there started talks about producing uranium in the Europe. I can only say that any production on the territory of the European Union can only contribute to security of supply and to diversification, which are the major parts of common supply policy in the EU and security of supply. So ESA will support any member state that chooses nuclear energy, and any country that chooses production of uranium on its territory.
Of course, all the legal measures are to be addressed in the member state in question, but from the security point of view, the production of uranium within the territory of the European Union can only contribute to security of supply. I would say here that referring to what was said before, also the closing the fuel cycle, which is reprocessing of spent fuel, re-enrichment of tails, re-enrichment of uranium using MOX fuel. This ESA also considers as alternative to natural uranium. It is secondary source which contributes to security, which contributes to diversification, and of course it also saves natural uranium, which quantity of course is limited. Merci beaucoup. Et pour finir le tour de la premier tour de table ronde, on va traverser l'Atlantique pour aller aux États-Unis. On a vu que les États-Unis ont fait feu de tout bois sur l'enrichissement, sur l'uranium hautement enrichi. Monsieur Katz, peut faire un point sur la stratégie américaine depuis peut-être même avant le début de la crise avec la Russie? Oui, bonjour à tous. Je vais vous parler un petit peu de la situation sur l'amont du cycle aux États-Unis. C'est une intervention que j'ai préparée en lien étroit avec l'ambassade de France à Washington, notre conseiller nucléaire, Sunil Félix. Donc il faut que je commence peut-être par vous rappeler que les États-Unis disposent encore du plus grand parc nucléaire installé au monde, avec 93 réacteurs aujourd'hui, après quelques fermetures, une puissance totale d'un peu moins de 200 gigawatts. Et juste, je ne vais pas tout décrire, mais juste pour vous dire que donc, ça représente un petit peu moins de 20% de la production d'électricité aux États-Unis, mais c'est bien mis en avant comme la première source d'électricité bas carbone aux États-Unis, puisqu'ils ont aussi du renouvelable, de l'hydroélectrique. Ça, c'est le volet réacteur. Sur le cycle, on en a parlé, on a déjà commencé, il y a certaines choses qui ont déjà été dites, donc je parlerai des 4 volets là, qui apparaissent sur la planche. En matière de production d'uranium, les États-Unis, aujourd'hui, vous voyez, dans les dernières années, sont tombés quasiment à zéro en termes de production, pour des questions essentiellement économiques, j'imagine. En matière de conversion, ils font beaucoup appel à l'extérieur, mais ils ont lancé l'année dernière une usine qui devrait couvrir le tiers de leurs besoins. L'enrichissement, ça a déjà été dit, donc il y a environ un gros quart qui est produit par Urenco aux États-Unis, donc en production domestique. Le reste vient de l'étranger, dont un petit quart de Russie. Donc ça leur pose quand même quelques questions. Et puis en matière de fabrication du combustible, cette fois-ci, là pour le coup, il n'y a pas tellement de questions. Ils ont 3 usines de fabrication sur leur sol et il n'y a pas d'interrogation sur ce volet-là. Le troisième point peut-être qu'il faut avoir en tête, qui a aussi été un peu évoqué, qui concerne l'amont du cycle, ça a trait en fait à la stratégie de reconquête américaine sur le marché des réacteurs. Donc ils ont fait un peu le constat que sur le plan international, ils étaient un petit peu, c'était plus vraiment au premier plan. Derrière, on a cité la Chine, la Russie, qui sont très implantés donc sur le marché mondial des réacteurs. Et ils ont adopté une stratégie de reconquête du leadership mondial par l'innovation. Alors l'innovation, vous avez entendu parler, c'est surtout les petits réacteurs, donc les petits réacteurs modulaires, SMR, AMR, avec, vous avez vu ça, ça a déjà été présenté dans cette enceinte d'ailleurs, des dizaines de startups qui existent aux États-Unis, dont quand même un certain nombre, une grosse dizaine là, qui ont passé des étapes de licensing, que ce soit aux États-Unis, au Canada, qui ont reçu des fonds américains. Et donc ça doit conduire, ça c'est quand même quelque chose qui va impacter le cycle, enfin c'est tout ça si ça se développe effectivement, c'est qu'il devrait avoir apparaître une forte demande en uranium, ce qu'on appelle HALEU, donc l'uranium enrichi juste en dessous de 20%. Vous avez des projections là, dans le graphe de gauche qui ont été faites par des laboratoires américains qui montrent une augmentation du parc nucléaire d'un facteur quand même 2,5, hein, c'est avant l'annonce qui a été faite là, il y a quelques mois d'un triplement de la capacité mondiale visée. Là, c'était juste de 2,5, mais c'était il y a 2-3 ans. Et qui devrait conduire à une augmentation très forte de la demande en HALEU, qui aujourd'hui est très peu utilisée. Enfin, c'est les réacteurs de recherche et les cibles.
Alors, oui, donc maintenant sur qu'est-ce que fait alors, le gouvernement au sens américain, à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sur le sujet. Donc là, dans le haut de la planche que vous voyez, je commençais par rappeler qu'il se passait, ça fait longtemps qu'on parlait de Russie aux États-Unis. Il y a eu à la fin de la guerre froide l'ouverture et l'arrivée des stocks d'uranium rendus disponibles par la réduction du stock d'armes nucléaires, donc la dilution de HEU pour approvisionner le parc américain. Et il y avait déjà à cette époque-là quelque chose qui avait été mis en œuvre pour limiter les importations d'uranium russe aux États-Unis. Alors ensuite, j'ai une histoire beaucoup plus récente. En 2018, on est sous l'administration Trump. Et alors, il y avait des tas d'histoires sur la relation entre le président et la Russie. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été relancées sous l'angle de la sécurité nationale. Ça correspond aussi à l'époque où vous avez vu sur le graphe que les États-Unis produisaient plus d'uranium. Et donc ils se sont dit, bon, on a quand même une situation, est-ce que ça ne pose pas une difficulté du point de vue de la sécurité nationale? Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été lancées. Une enquête plus du côté de l'administration. Ils ont mis en place un groupe de travail qui a fait des recommandations pour reconquérir le leadership et aussi pour établir une banque d'uranium, pour établir un stock stratégique d'uranium. Et puis il y a eu, donc à la fin de l'administration Trump, en 2020, on a enjoint le pouvoir exécutif, donc l'administration, d'approvisionner du HALEU là, pour les nouveaux réacteurs en cours de développement. Parce qu'il faut bien reconnaître que cet aspect cycle du combustible pour les réacteurs nouveaux en cycle de développement, c'était un peu un angle mort de leur programme, qui finançait beaucoup les aspects réacteurs, mais le combustible ne se posait pas tellement la question. Alors avec l'arrivée de l'administration Biden, en fait, on peut dire quand même qu'il y a une assez grande constante de ce côté-là, un côté américain. Il y a un soutien assez bipartisan donc, entre républicains et démocrates sur l'énergie nucléaire. Et on peut dire que depuis donc, le président Biden est arrivé au pouvoir, il continue à essayer d'être autonome et ils accélèrent dans cette direction. Alors il y a eu d'abord l'Inflation Reduction Act, dont on a beaucoup parlé, avec 700 millions de dollars dédiés à la production de HALEU. Après, il y a des textes beaucoup plus récents, de fin 2023 et 2024, qui prévoient beaucoup d'argent pour le cycle du combustible. Vous voyez, il y a 2,7 milliards de dollars, quand même annoncé dans le budget qui a été voté là, ces dernières semaines. Et alors, il y a un point sur lequel je reviendrai peut-être plus tard, sur un projet de loi pour interdire les importations d'uranium russe aux États-Unis, qui n'est pas encore voté, à ma connaissance en tout cas, il y a quelques jours. Ce qui s'est passé aussi, alors après pas mal d'années de préparation, on attendait que ça sorte, mais c'est sorti l'année dernière, et donc il y a eu les réponses qui ont été déposées au début de l'année, c'est des appels à projets pour ce qui concerne le HALEU, donc l'uranium à 20%, avec une séparation, alors c'est ma dernière planche, une séparation des demandes en deux volets. Un volet enrichissement, donc de la mine, en passant par la conversion et l'enrichissement et un stockage, donc faire de l'UF6 à 19,75%. Et puis un volet déconversion, c'est pour reprendre cette UF6 et en faire soit du métal, soit de l'oxyde. Donc il y a deux appels à projets qui ont été lancés. Et ce que je dirais juste, c'est que sur la partie enrichissement, donc c'est le bas de la planche, en fait, il présente dans l'appel à projet, il distingue bien deux étapes. Une étape d'enrichissement basse teneur, classique, jusqu'à 5%. Et ensuite, une étape de surenrichissement, d'aller de 5% à 20%. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, d'une part, éventuellement, pour l'apport, vous voyez dans la partie qui est encadrée en rouge, dans la localisation préférentielle des installations, là, on n'a plus l'Amérique du Nord qui apparaît. Donc, ils préfèrent que ce soit aux États-Unis ou chez un pays allié, mais pas spécifiquement en Amérique du Nord. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, cet appel à projet, tel qu'il est fait, il permettra aussi, si on s'arrête à l'étape d'enrichissement à 5%, ça vous permet d'alimenter le parc actuel, même si vous n'allez pas faire du HALEU derrière. Donc tout ça est assez bien fait. Donc voilà, c'est ma dernière planche là-dessus. Vous voyez, il y a tout un tas de textes de loi, en fait, quasiment tous les ans. Il y a des lois qui passent sur l'énergie nucléaire aux États-Unis, donc soutenues de manière assez bipartisane. Ils s'inquiètent, alors peut-être qu'ils ont démarré un petit peu tard, mais en tout cas, ils s'inquiètent de l'approvisionnement en uranium et donc de l'amont du cycle.
Merci. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir avec la salle, j'ai quand même une question pour vous tous partagée. On a vu ces piliers de la sécurité pour EDF, ces investissements très importants d'Orano, ces recommandations d'Euratom et ce plan américain extrêmement dynamique. Si cette année, l'année prochaine, la guerre en Ukraine s'arrête et la Russie redevient un partenaire normal, est-ce que du coup, tout est remis en cause? Est-ce qu'on arrête les investissements? Est-ce qu'on arrête les recommandations? Est-ce qu'on refait du commerce? Et est-ce que cette trajectoire, elle est maintenant immuable ou on peut revenir en arrière? Monsieur Lurin, peut-être? Oui, en réalité, alors évidemment, on se pose de manière constante cette question-là, bien évidemment. Et c'est bien la question à laquelle on a cherché à répondre quand on a décidé de lancer notre augmentation de capacité au Tricastin. Quand on met 1,7 milliard d'euros sur la table, en fait, je l'ai dit, il faut sécuriser cet investissement sur le long terme et on a pu le faire. Ça, c'est la gouvernance aussi qui nous l'a demandé, mais on en était bien convaincus qu'avec une visibilité très long terme. Donc en fait, on n'a pas des promesses en l'air. On a des clients qui nous ont signé des engagements sur 10, 15 ans, voire plus. Et pour le coup, qu'on fait un choix assez avancé de s'engager dans la durée avec un partenaire. Et ça sur des montants significatifs, parce que je ne vais pas trahir de grands secrets, mais on n'a pas sécurisé 10 ou 15% de nos commandes futures sur les 10 premières années. En fait, on en a sécurisé, on va dire, une majorité, sans aller beaucoup plus loin. Donc voilà, ça c'est vraiment une question fondamentale. On a tendance à penser que il faut bien voir que les relations avec la Russie dans le domaine du nucléaire, qui est un acteur historiquement majeur, mondial, ne sont pas récentes, elles sont de longue date. Et la Russie a démontré ses capacités à répondre à un certain nombre de besoins. Donc forcément, le marché, évidemment, s'interroge, se pose la même question que vous posez. Et d'aucuns pensent qu'effectivement, tôt ou tard, la Russie, Christian, je crois, l'a évoqué, reviendra sur le marché mondial à un moment donné ou à un autre. Donc, en tant qu'acteur responsable, on se doit se poser cette question et de ne lancer des investissements que dès lors qu'ils sont suffisamment affermis. Mais c'est bien une question qu'on s'est déjà posée, qu'on va continuer à se poser dans le futur. Alors, certains y répondent de manière, entre guillemets, un peu dure. On l'a dit à l'instant avec les États-Unis. Les États-Unis sont sur le point de voter la loi dont on parle là. Et ce qui se murmure dans les milieux autorisés, c'est que la Chambre des représentants a voté le texte, le Sénat a un peu hésité, donc la prochaine échéance, je crois, c'est aux alentours de mai. Mais si ça ne passe pas en mai, certains disent que le président Biden lui-même s'apprête à signer le texte. Bon. Donc, c'est assez ferme et engagement, et ça irait jusque des horizons de temps 2040 et autres. Donc ça donne une certaine visibilité. Qui sait écrire l'histoire après ces dates-là, 2045, 2050 et plus? Bien évidemment personne, mais en tout cas c'est bien une question à laquelle on doit répondre. Certains, donc je l'ai dit, y répondent de manière un peu dure. Ça a été moins le cas en Europe jusqu'ici, mais c'est vrai que nous on a plutôt, pour ces sujets de sécurisation d'approvisionnement, encourager ou en tout cas regarder avec attention les problématiques de quotas, parce qu'effectivement c'est une incertitude majeure sur l'évolution de nos marchés. Merci Monsieur Lurin. Quelqu'un d'autre peut-être? Peut-être Monsieur Karl sur cette fameuse loi ou ce décret américain, est-ce que c'est immuable? Oui, juste alors, dans le principe, il y a évidemment, les décisions politiques là, que j'ai présentées aux États-Unis, ça peut être changé. Parce qu'il suffit que le pouvoir politique change et qu'il y ait un changement d'orientation. Il peut y avoir des évolutions géopolitiques aussi, évidemment, qui évoluent. C'est vrai, dans 5-10 ans, on ne sait pas où en seront les relations avec la Russie. Cela étant, comme vous le disiez, donc il y a un texte de loi qui devrait passer bientôt, je vais revenir dessus, qui donne comme une échéance de temps à assez long terme. Donc c'est quand même une sorte d'engagement. On peut revenir dessus, mais c'est une sorte d'engagement. La deuxième chose qui me semble vraiment importante, c'est le fait que la question a été prise sous l'angle de la sécurité nationale américaine. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très fort aux États-Unis. Et que, voilà, si c'est érigé comme une question de sécurité nationale, c'est une notion qui est parfois assez extensive, mais c'est pas très. Je pense que ça donne une certaine pérennité, une pérennité qui ira au-delà des alternances politiques.
Et donc juste sur le texte de loi, effectivement, qui interdirait les importations d'uranium russe avec quand même des dérogations dans les années à venir. Effectivement, moi j'ai entendu qu'il était bloqué au Sénat pour l'instant par un sénateur pour d'autres raisons, des raisons qui n'avaient rien à voir avec le nucléaire. Oui, non, un point important, c'est que les 2,7 milliards qui sont prévus dans le budget pour la production d'un chalut que j'ai mentionné, en fait, sont bloqués tant que cette loi sur le ban de l'uranium russe n'est pas votée. Donc, il y a une certaine pression pour que ça se passe. Moi, quelques commentaires par rapport à votre question, Ludovic. Les relations, si je prends le cas français avec la Russie, sont très anciennes. C'est en 1971, si ma mémoire est bonne, que le premier contrat de diversification, justement pour ne pas dépendre uniquement, et là je ne parle pas d'EDF, je parle des décisions de l'État français, avait décidé de se tourner vers la Russie pour avoir un fournisseur diversifié en matière d'enrichissement. Donc on n'avait pas encore démarré le parc qu'on appelle 900 MW, mais on commençait déjà sur Shoah, notamment à faire du réacteur à eau pressurisée. Et ce souci-là, il est très ancien. Juste, c'est ce qui se passe sur d'autres marchés aussi. Si on a des retours d'un acteur comme la Russie sur un marché de commodité, mais ça peut être le gaz, comme ça peut être par exemple le marché d'enrichissement, ça aura un impact évidemment sur un certain nombre d'opérateurs industriels. Alors certains prendront des décisions, on va dire, de nature effectivement de souveraineté, qui sont tout à fait respectables, mais on peut imaginer que si les relations se normalisent, pour répondre à votre question, que des acteurs, des opérateurs industriels décident de revenir effectivement vers le fournisseur qui est le fournisseur Rosatom et ses filiales. Ça se passera sans doute, puisque, je le rappelle, sur l'enrichissement, les capacités installées en Russie en matière d'enrichissement, c'est plus de 40%, c'est l'ordre de 45% de la capacité mondiale. Les usines n'auront pas disparu, les techniciens ingénieurs non plus. Donc j'imagine que si les relations se normalisent, à nouveau, il y aura accès à un marché, mais comme ça sera le cas pour le gaz, comme ça sera le cas pour d'autres marchés de commodités, et ça aura une influence nécessairement sur les volumes, sur les prix et sur le positionnement d'acteurs industriels. C'est assez logique. Nous, ça ne changera pas notre politique. Vous l'avez bien compris, la diversification, elle est là, elle est ancrée depuis que EDF exploite son parc nucléaire. C'est une politique efficace. On discute avec les différents acteurs dans le respect bien sûr des prescriptions du gouvernement français, dans le respect des sanctions qui sont décidées au niveau occidental. On continuera à rester exactement dans la même ligne, mais il est clair qu'il y a beaucoup d'opérateurs nucléaires industriels au niveau européen et au niveau mondial. Et il y aura forcément des arbitrages qui se feront si effectivement on retrouve des capacités accessibles de manière tout à fait... Alors c'est ce que dit François. Il faut que les industriels qui ont investi, eux, puissent retrouver effectivement leurs investissements. Donc c'est tout le débat de donner une visibilité partenariale long terme, ce qui est acquis pour certains. François donnait la situation d'Orano. Pour d'autres, c'est plus en discussion. Si je prends le cas d'Urenco, on est aussi en discussion très, très régulière avec Urenco. Ils ont des augmentations de capacité plus limitées et ils ont ce questionnement très important parce qu'ils ont déjà vécu ça dans le passé. En 2007-2008, il y avait un grand boom du nucléaire à l'époque. Ils ont beaucoup investi, il y a eu des retournements à cause de la crise Lehman Brothers, à cause de la situation qui s'est passée à Fukushima. Le marché s'est retourné et ils ont eu des investissements qui ont effectivement été pas rentables du tout et sur lesquels ils ont eu des pertes. Donc, voilà. Donc c'est la vie normale de tous les marchés de commodités avec une dimension particulière pour le nucléaire qui est celle de souveraineté parce qu'on produit l'électricité qui est vitale pour l'économie d'un pays, pour sa population. Donc je dirais que nous, ça ne changera rien, mais oui, il y a des acteurs qui sans doute arbitreront un peu différemment dans le futur. Monsieur Lurin, puis Monsieur peut-être un point complémentaire, c'est que Jean-Michel l'a évoqué, il y a des marchés dont on parle, alors on parle de la conversion de l'enrichissement, qui n'ont pas tous été portés par la dynamique des prix actuels. Donc, qui a abouti à des décisions assez dures de fermeture d'usines. Je pense notamment au marché de la conversion, qui n'est pas un marché entre guillemets très, très rentable aujourd'hui. Donc l'ensemble des acteurs est attentif à cet équilibre de demande. Et quand vous regardez l'évolution des prix sur 10 ou 20 ans, vous avez des différences majeures, des rapports de 1 à 3, 1 à 5 entre les cours des différents marchés. Donc ce que vous gagnez à un niveau de prix tel qu'il peut être aujourd'hui, ce que vous êtes amené à gagner, même si vous faites des investissements majeurs sur les niveaux de prix actuels, c'est sûr que si les prix se divisent par 5, vous pouvez être amené à fermer des usines et d'autres acteurs l'ont fait dans le passé. Donc il y a
il y a une vraie préoccupation des acteurs sur ce sujet-là. Un autre point, et le dernier point que je voulais évoquer, on parle beaucoup de la Russie, parce qu'évidemment, on parle des sanctions vis-à-vis de la Russie aujourd'hui. Mais il faut bien voir que la Russie a des capacités installées importantes, et donc s'ils ne vendent pas leur production aux acteurs occidentaux, ils vont la vendre ailleurs. Un peu plus à l'est, il y a un pays qui est en forte croissance et qui construit des capacités nucléaires, j'allais dire comme des petits pains, et donc qui est en capacité d'absorber ces volumes supplémentaires. Donc on voit bien que la dynamique des flux au niveau des marchés mondiaux, elle peut évoluer de manière forte avec un acteur, pour ne pas le citer, chinois, qui peut être amené à plus ou moins court terme et dans des horizons de temps qui peuvent être très court terme, à exporter à nouveau. Du fait de son équilibre, son propre équilibre offre-demande, il va importer davantage probablement et il va potentiellement évidemment servir son marché domestique, mais être en capacité d'exporter. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qu'on regarde. On parle beaucoup de sanctions vis-à-vis de la Russie, mais c'est toute cette problématique de dynamique des flux et de quotas éventuels qui pourrait être étendue à d'autres pays qui gouvernent nos décisions actuelles et futures. Peut-être un mot. In my view, there is little chance that we can come back to the business as usual in any case scenario, because I see that the situation has evolved in a direction that market evolves already in a certain direction. So there is more fragmentation, there are structural changes, and there are many factors influencing current changes. First of all, we have a lot of newcomers, new entities entering the ED industry. We have financials. We have Westinghouse and Framatome, which entered niche VVR market. We have, at the other hand, many utilities, at least here in the EU, who self-sanctioned. So they limited already or cancelled contracts with Russia in the light of the current geopolitical situation. At the end, we also see that the policy in many countries are more favorable towards nuclear. So since 2 years, we see in many places in Europe and in the world that countries, the governments are talking about new builds, adding reactors, even here in France. From the point of view of security supply, we need diversification, and diversification brings competition. So, in fact, we need to, if we talk about the capacity, the nominal capacity, maybe on the paper it looks good. For conversion, maybe there is a bottleneck for conversion. It's maybe a better situation in the enrichment. Nevertheless, our plants in the EU, they operate globally, so they have also clients elsewhere. So, in fact, the capacity that we have currently is not sufficient to supply EU users, especially when we expect to increase the demand. So diversification is a must from our perspective, and diversification brings the competition. The competition brings a better economic terms for clients, and also brings the better quality of the products. How we can secure it? Industry sends signals since long time that we need long-term contracts, long-term commitments, which are mutually beneficial for utility because they secure long-term prices and mechanisms and deliveries, and they secure also portfolio of producers, order books. They can plan investments and they can plan long-term operations. On a évoqué plusieurs fois Framatome dans cette conversation qui n'est pas à la table, mais on a Lionel Gueff qui est dans la pièce. Vous êtes vice-président de la division combustible chez Framatome. Vous êtes venu sur la deuxième table ronde sur le nucléaire du futur. Mais peut-être que vous pourriez aussi, il y a un micro qui arrive, nous donner cette vision sur cette question d'indépendance et d'évolution du marché. D'accord, merci Ludovic. Alors effectivement, il faut laisser répartir entre les deux tables rondes. Bon, Framatome est concerné par les deux. C'était difficile de se couper en deux. Je reviendrai effectivement dans l'intervention suivante là, sur des points qui ont été évoqués ce matin, notamment de sécurité, plus précisément même de souveraineté, pour être très précis, de sécurité d'approvisionnement aussi. On a traversé le Covid, on a traversé la guerre en Ukraine, c'est loin d'être fini. Ça génère un certain nombre de perturbations.
ça j'en parlerai aussi. Des adaptations de capacité qu'on a pu faire, il y en a encore devant nous. Et puis des points qui ont été signalés par Jean-Michel. On a livré l'année dernière déjà des recharges d'URE. Donc voilà, c'est des adaptations qu'on considère déjà quasiment derrière nous, qui sont courantes maintenant et qui alimentent le parc. Donc effectivement, on est concerné par approvisionner aujourd'hui et approvisionner demain. Donc je reviendrai un peu plus en détail juste après sur ces points. Et en tout cas, merci pour l'opportunité d'en parler. Merci beaucoup. Écoutez, je vais ouvrir les questions à la salle. Ça commence. Dominique, n'hésitez pas à vous présenter. Mademoiselle, hop, juste là. Je vais aller très vite puisque j'ai que 10 questions. Non, je plaisante. En fait, oui, j'en ai plusieurs. Monsieur, j'ai été un peu étonné, monsieur, excusez-moi, d'EDF, la Kili Chini, excusez-moi. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne connaissait pas le stock d'uranium en France. Il y a quand même un bouquin qui s'appelle L'Inventaire national des matières et déchets qui donne exactement 36 000 tonnes d'uranium de stock en France. Donc je suis un peu étonné que vous disiez ça. Bon, c'est pas grave, monsieur, c'est un détail. Juste là-dessus, là vous parlez d'un inventaire français. Moi, je réponds en tant qu'EDF, opérateur industriel, qui répond du stock qui va être derrière dédié à nos centrales. Ce stock-là, il est confidentiel et ce stock-là, je n'en parlerai pas de manière chiffrée. D'accord, donc les chiffres en braille, à prendre avec précaution. C'est ça que ça veut dire. Il y a d'autres opérateurs nucléaires en France. Moi, je parle de ce qui est mon objet, qui est effectivement alimenter les centrales nucléaires. Donc le chiffre que vous donnez, je ne le reconnais pas, je ne le valide pas. Il y a des chiffres et il y a des exigences de l'État que nous respectons largement, mais je n'en parlerai pas plus. Non, ce n'est pas pour la provocation, c'est pour une explication. Deuxièmement, pour M. Lurin d'Orano, je m'étonne quand même qu'il fasse 6 ans, puisque vous avez dit ça va démarrer. On est en train de couler le béton de la future usine et elle va démarrer en 2030 pour faire une dalle en béton et visser des centrifugeuses dessus. Je simplifie évidemment à outrance. Pourquoi faut tant de temps pour mettre en marche une nouvelle usine? Est-ce que c'est pour, comme les réacteurs, on mettait 3-4 ans avant, on en met 3 fois plus, ou c'est parce qu'il y a plus d'exigences ou... Non, alors pour le coup, cette usine, ça va être grosso modo, pour faire très simple, un copier-coller de notre usine existante. Donc en fait, toutes les études détaillées sont terminées, toute la phase réglementaire est en bonne partie, on va dire, derrière nous. Donc il n'y a pas de sujet lié, enfin j'imagine que derrière de votre question, il y a une problématique liée peut-être au contexte réglementaire. Pour le coup, il est en partie derrière nous. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'on a travaillé main dans la main avec l'autorité de sûreté pour faire en sorte d'accélérer le traitement de ce dossier et faire en sorte qu'on puisse produire, voilà. En tout cas, lancer la construction rapidement. Après, vous savez, chez Orano et dans le nucléaire en général, on cherche à être assez prudent, humble et regarder les leçons du passé. Donc, vous promettre qu'on est capable et on a une histoire récente qui nous incite à une certaine prudence et une certaine humilité. Donc, évidemment, on est des gens qui savent ce dont ils parlent quand on parle de construction d'usines d'enrichissement, parce que pour le coup, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, il y a environ une dizaine d'années. Donc, le retour d'expérience, on l'a. Le réseau des partenaires, on l'a. Et le planning, je peux vous dire qu'on l'a fait de manière relativement détaillée. Donc, on est en train d'y travailler. Alors, vous dites 6 ans. Bon, moi, je dis 4 à 6. Oui, mais attendez. Je dis 4 à 6 parce qu'en fait, en 2028, on va d'ores et déjà produire, mi-année 2028. Okay. Bon. Et puis ensuite, on va y aller petit à petit parce qu'évidemment, l'enrichissement, c'est un service intéressant. Il faut le vendre au plus tôt. Et donc, on ne va pas attendre d'avoir équipé l'ensemble de notre usine de centrifugeuses pour vendre les premiers UTS qui vont sortir pas à pas. Voilà. Alors, on peut sûrement faire peut-être mieux. On va d'ailleurs s'attacher avec l'ensemble des équipes Orano d'y travailler, avec notre réseau de partenaires qui est important. Mais en tout cas, le planning qu'on s'est donné, il est suffisamment ambitieux mais réaliste, challenging. Je peux vous dire qu'on y veille chaque matin. On a tenu les délais pendant 2 ans et on souhaite les tenir pendant 4 ans. On a quelques marges dans le planning, mais vous promettre qu'on va démarrer cette usine dans 2 ans, c'est pas sur moi qu'il faut compter pour entendre ça. D'accord, monsieur, merci. Et c'est une belle performance industrielle. C'est une belle performance industrielle. Les machines existent, d'accord. Elles commencent à être fabriquées. En fait, on a un opérateur historique qui relance ses capacités également. Donc lui aussi, je parlais de ramp-up tout à l'heure, il a aussi un ramp-up et on suit ça avec attention pour être prêt le moment venu.
Dernière question, c'est quoi la stratégie américaine pour le nucléaire, s'il vous plaît? Dans la mesure où ça fait 40 ans qu'ils interdisent le plutonium et qu'ils veulent le mettre au trou. Oui, alors ça, sur le plutonium, on ne voit pas vraiment d'évolution. Je crois qu'ils ont, il y a quelques années, ils ont supprimé l'interdiction du retraitement de la loi. Ce n'est pas pour autant qu'ils retraitent ou qu'ils aiment que d'autres pays retraitent. Donc, non, pour l'instant, la stratégie, c'est remonter donc, la capacité nucléaire américaine, reposant sur l'innovation, mais l'aspect notamment du plutonium, ce n'est pas tellement évoqué. Monsieur, j'aurais 2 questions, si vous permettez. Si vous pouvez vous présenter. Une première concernant... Vous pouvez vous présenter? Jacques Roussel, expérience EDF dans l'ingénierie nucléaire, tous les programmes français et international. À Jean-Michel Kilicchini, voilà, actuellement, pour l'approvisionnement en uranium, on a d'une part les contrats à long terme, d'accord, de gré à gré avec les producteurs, et puis d'autre part, on a le marché spot de l'uranium. Alors, j'ai 2 sous-questions. D'abord, comment EDF fait appel à ces marchés? À qui sert le marché spot? Et d'autre part, dans ce marché spot, depuis quelques années, quand le cours d'uranium était bas, les fonds d'investissement ont acheté beaucoup de quantités et maintenant ce marché acquis. Et ils ont une grande quantité. En plus, la valeur de ces quantités augmente puisque le cours augmente. Est-ce que, voilà, quel est le rôle de ces fonds d'investissement avec les quantités d'uranium qu'ils ont vis-à-vis de l'approvisionnement pour les opérateurs électriciens? Voilà ma première question, si vous permettez, et j'en aurai une deuxième sur le sujet. Oui. Alors, sur la première question, on est essentiellement, nous, fondés sur des contrats, je l'ai expliqué, des contrats à long terme. Ça peut nous intervenir, mais assez marginalement, d'intervenir sur le spot. Ce n'est pas notre façon de faire. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé, il y a une volatilité des prix, puis ça ne donne aucune visibilité à nos partenaires industriels. Ce n'est pas comme ça qu'on souhaite travailler. Encore une fois, ça ne veut pas dire que marginalement, on n'a pas quelques petites quantités de temps en temps à échanger sur le spot, mais on est fondé sur des contrats à long terme avec des options qui nous permettent de faire face à nos besoins réels, puisqu'en fait, je vous rappelle qu'il y a quelques années, le parc faisait à peu près 400 TWh de production. On a rencontré malheureusement en 2022 un problème lié à la corrosion sous contrainte de nos réacteurs. On est tombé à 279 TWh. L'année dernière, c'était 320. Donc on voit que cette fluctuation de production, on doit aussi s'y adapter, nous, en tant que fournisseurs de combustible. Donc nos contrats, je l'évoquais, certains d'entre eux sont d'ores et déjà passés pour la décennie 2030-2040. Il est évident de savoir précisément ce qui va se passer en 2033 quand on est en 2024. Ça relève de la boule de cristal. Donc forcément qu'on bâtit un contrat à long terme avec des notions d'optionnalité, de flexibilité, et on joue sur ces flexibilités-là avec nos opérateurs industriels, avec des protocoles, 1 an avant, 2 ans avant, on va effectivement donner des intentions de volume. Mais on ne touche pas au marché spot d'une manière quasi générale. En revanche, il y a des acteurs qui interviennent, il y a des acteurs, y compris qui interviennent comme des marchés de matière. Alors c'est un marché qui n'est pas très profond, le marché spot. Mais on commence à avoir des intervenants qui interviennent avec une logique plus de spéculation, comme on l'a sur d'autres matières, le cuivre, le pétrole, le gaz et autres. Alors, il leur appartiendrait de répondre aux finalités. S'ils font ça, c'est pour gagner de l'argent. En général, ce qui se passe, je pense à un gros intervenant, c'est qu'il bloque la matière, il ne la remet pas sur le marché. Donc, effectivement, ça prive les opérateurs industriels nucléaires, notamment les électriciens et leurs fournisseurs, d'avoir cette matière-là à processer dans les usines. Ce qui n'est pas quelque chose qui, vu de nous, est quelque chose de très sain ni de très bon. Le marché de l'uranium, le marché de l'électricité, ça ne stocke pas, donc on a quand même besoin d'avoir accès à une matière la plus fluide possible. Mais ça existe. On respecte, voilà, ça fait partie des conditions de marché. Quant à EDF, ce n'est pas du tout notre façon de voir le marché de l'uranium comme un marché de spéculation dont on essaierait de tirer profit d'une façon X ou Y. On n'est pas dans une logique de trading, on n'est pas dans une logique d'optimisation ou de création de marge de profit. On est vraiment sur une logique, nous, d'approvisionner nos usines pour fabriquer le moment venu des assemblages combustibles pour effectivement produire l'électricité. Et dans une logique de résilience, quel que soit finalement ce qui se passe au niveau mondial, de crise géopolitique, de crise de marché, de problèmes économiques ou autres. Donc voilà, oui ça existe, ça se développe, c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite, on vit avec et on reste orienté sur une logique de long terme avec nos optionnalités et en donnant de la visibilité à nos partenaires industriels. Ce sont nos fondamentaux et on n'en dévie pas depuis quasiment 50 ans.
Deuxième question très courte. Deuxième question très courte. Ça concerne l'uranium appauvri et l'uranium de retraitement. Sur l'uranium appauvri, on a 300 000 tonnes. Est-ce qu'on envisage de l'enrichir ou est-ce que c'est vraiment du stock à demeure? Voilà ma première question. Et ma deuxième, l'uranium de retraitement, on fait de l'uranium de retraitement enrichi. Actuellement, il y a des capacités uniquement en Russie, l'usine d'enrichissement. Quelle est la stratégie en France vis-à-vis de cet uranium retraitement enrichi? Voilà mes deux questions. Alors, sur la partie uranium appauvri, c'est un peu plus de 300 000 tonnes. Donc, quand on prend le PNGMDR, les données officielles qui sont délivrées, c'est un peu plus de 300 000 tonnes d'uranium appauvri et ça croît chaque année, puisque chaque année, effectivement, on enrichit sur le sol français de la matière. C'est un vrai sujet, et c'est un sujet de souveraineté, puisque ça, alors, un peu plus de 300 000 tonnes, ça voudrait dire, si on l'enrichissait, 60 000 tonnes d'uranium naturel. C'est une mine souveraine qui est disponible sur le sol français. D'ailleurs, chez mon voisin, dans les installations de mon voisin, François, à Bessines-sur-Gartempe, voilà. Et je pense que c'est une chance pour le pays que de disposer de cette matière-là. Alors, il faudrait les capacités d'enrichissement pour lui redonner un caractère d'uranium naturel, mais c'est tout à fait satisfaisant qu'au niveau français, quand je disais de la résilience, on en a là, et on en a aussi sur l'uranium de retraitement. Alors, si on prend les statistiques officielles d'uranium de retraitement, on en a un peu plus de 25 000 tonnes. Et effectivement, l'année dernière, on a recommencé à charger un réacteur, qui est le réacteur de Cruas 2, avec une pleine recharge d'uranium de retraitement enrichi. Alors, pour corriger ce que vous dites, ce n'est pas l'enrichissement qui est présent qu'en Russie. On a des alternatives. Alors, il y a une usine, effectivement, qui peut faire l'enrichissement d'uranium de retraitement en Russie, mais il y en a une aussi qui est, par exemple, présente aux Pays-Bas. Et on discute aussi avec Orano pour voir dans quelle mesure on pourrait avoir une usine d'enrichissement potentiellement en France. Mais on en a une en Europe de l'Ouest, elle est à Melo, aux Pays-Bas, je l'ai visitée, et ça fonctionne tout à fait bien le jour où on enverra une charge d'uranium de retraitement. Ce qui est unique en Russie, c'est l'usine de conversion d'uranium de retraitement, là, à Seversk. Effectivement, pour l'instant, c'est la seule usine qui sait convertir pour les clients occidentaux comme EDF, mais on est en train de travailler et avec Orano et avec d'autres, Westinghouse pour ne pas le citer, à la création d'une usine en Europe de l'Ouest qui permettrait de faire la conversion d'uranium de retraitement. Donc les débats sont en cours, donc je ne commenterai pas du tout les discussions commerciales que nous avons, techniques et commerciales que nous avons avec nos fournisseurs. En revanche, notre objectif, c'est de valoriser cette matière, ce qui est aussi l'équivalent d'une mine disponible, souveraine. Elle est présente à Pierre-Latte, et le moment venu, on saura l'utiliser. Et j'ai une bonne nouvelle à vous donner, c'est qu'à partir des VD4, donc des quatrièmes visites décennales pour les centrales 1300 MW, on va pouvoir utiliser ou bien de l'uranium naturel enrichi, ou bien de l'uranium de retraitement enrichi, ou bien du MOX. Donc on aura le choix, on aura un panel qui sera large, et c'est substituable. Donc, quand je lis ça et là que nous serions dépendants des usines russes, là encore, je vais préempter la question. Quelle est la situation en 2024 ? Alors, c'est vrai qu'en 2023, parce que ça fait partie de la diversification des partenaires historiques que nous avions avant le début de la guerre russo-ukrainienne, nous avions des contrats que nous avons continué à exploiter, y compris en 2023, dans le respect strict des sanctions prises. En 2024, sur l'uranium naturel, nous n'achetons pas d'uranium naturel en Russie, nous ne convertissons pas d'uranium naturel en Russie, nous n'enrichissons pas d'uranium naturel en Russie. C'est la situation 2024. J'ai vu que récemment, un journal s'était intéressé à la situation, décrivant des chiffres, je pense mélangeant un certain nombre de données, mais je ne commenterai pas cet article. Donc globalement, la dépendance en 2024 sur l'uranium naturel pour EDF, elle est de zéro. Sur l'uranium de retraitement, on l'a dit, c'est pas beaucoup de recharge, et ça a une caractéristique, l'uranium de retraitement, on peut rebasculer tout à fait facilement à de l'uranium naturel enrichi, donc il n'y a pas de sujet de dépendance. Donc aujourd'hui, il y a une situation de liaison, effectivement, on a un contrat qui court et qui va continuer à courir, sur lequel il n'y a pas de sanctions, pas d'interdiction. Donc notre objectif, c'est à la fois continuer à exploiter ce contrat tant qu'il n'y aura pas de sanctions, et de développer, je l'ai dit, diversification oblige, un autre moyen. On ne veut jamais dépendre d'une seule usine, d'un seul pays, d'un seul fournisseur. C'était déjà prévu avant. Là, on continue à avoir nos discussions, et le moment venu, on aura une usine de conversion pour exploiter un peu plus de 25 000 tonnes d'uranium de retraitement, ce qui nous donne un panel, vous voyez bien, uranium appauvri, uranium de retraitement, plus le stock dont on dispose aujourd'hui. Bon, on a une chance exceptionnelle quand on est en France d'avoir une résilience qui est unique. Et en plus, si on devait fermer les frontières,
Mon voisin de gauche, il est capable de nous assurer 100% de la conversion dont on a besoin et 100% de l'enrichissement dont on a besoin. C'est une situation unique. Dans aucun autre pays européen, on a effectivement une telle indépendance, une telle souveraineté et une telle résilience à des conditions qui pourraient être extrêmement délétères au niveau européen ou mondial. Donc vous voyez, on a une vraie chance et une vraie force vis-à-vis de cette longévité du nucléaire et de cette capacité à l'approvisionner. Merci bien. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question avant de passer à la table ronde suivante. Aurélie. Non. J'ai vu une main se lever. Honnêtement, c'était la même. Voilà, celle-là. Lever au fond, je crois. Là, oui, là-bas. Bonjour, Perrine Moutert du Monde. C'est simplement peut-être un suivi de la question précédente. Quand vous dites que vous avez un contrat qui court sur l'URT, est-ce que ça veut dire que vous allez continuer, enfin vous pouvez mener des livraisons vers la Russie en 2024 par exemple, ou pas? Et est-ce que peut-être Orano, vous pouvez nous parler de la possibilité de faire une usine de conversion d'URT, voilà, à quel stade des discussions vous êtes, à quel point ça vous paraît faisable ou pas? Merci. Sur l'uranium de retraitement, je l'ai dit, sur ce domaine-là, comme sur les autres, dans la même logique et la même transparence, nous avons des engagements long terme avec l'ensemble de nos partenaires. Il se trouve que quand on a relancé cette filière-là, c'était en 2018, on a fait un appel d'offres, et c'est une filiale de Rosatom en l'occurrence, mais Orano était sur les rangs, d'autres étaient aussi sur les rangs, et c'est la filiale de Rosatom qui a remporté le contrat. Contrat qui est un contrat effectivement dans la durée de long terme. Aujourd'hui, dans le respect intégral de l'ensemble des décisions qui ont été prises politiques et des sanctions à la fois qui seraient prises, nous pouvons continuer à opérer ce contrat. Nous continuons à opérer ce contrat pour de l'uranium de retraitement qui donc va permettre d'alimenter progressivement en uranium de retraitement enrichi les réacteurs de Cruas. Voilà. La position française, elle est de s'inscrire, enfin la position d'EDF, de s'inscrire dans les décisions politiques françaises et européennes en la matière, mais on n'a pas aujourd'hui de raison légitime de rompre un contrat qui fonctionne. Et si jamais, et c'est ce que j'ai dit, on devait le faire parce qu'il y a une décision politique qui est prise, ça n'est pas grave pour l'alimentation de nos réacteurs, parce que c'est le sujet de la conférence, puisqu'on sait immédiatement repasser avec de l'uranium naturel enrichi, que ça ne pose aucune difficulté. Et je l'ai dit, sur l'uranium naturel enrichi, en 2024, nous n'aurons absolument aucun approvisionnement qui vient de Russie. Donc, quand je lis dans la presse que nous sommes dépendants, que nous n'arrivions pas à nous sevrer, que nous augmentons les capacités, c'est sans doute vrai du marché américain. Je pense que Philippe Carl l'a détaillé. On est entre 25 et 30% sur les statistiques officielles de douane américaine, enfin en tout cas celles qui ont été publiées en 2023. Je peux vous dire qu'on donne la preuve par l'exemple. En 2024, nous avons la capacité de rebasculer sur l'ensemble de notre supply chain avec l'ensemble de nos fournisseurs et nous n'aurons aucun problème pour alimenter ni nos stocks d'un côté ni nos réacteurs de l'autre. C'est ça la réalité. Donc, je sais qu'il y a les fantasmes, je sais qu'on aime bien de temps en temps se faire peur, lancer des titres un peu accrocheurs, mais la réalité, elle est vraiment très simple et elle est vraiment en liaison avec la politique, les 4 piliers que j'ai évoqués qui nous donnent une résilience assez exceptionnelle au niveau européen ou même au niveau mondial, enfin, si j'exclus sans doute la Russie et la Chine qui ont un appareil industriel qui est peut-être un peu moins connu par tous et ouvert à toutes les analyses. Et Monsieur Lurin, pour finir. Oui, donc pour compléter donc, sur la conversion URT, je ne vais pas reprendre les propos de Jean-Michel sur les débats qu'il y a eu dans les années récentes sur le sujet. Donc les débats se sont un peu accélérés ces derniers temps sur le sujet de la conversion URT. Donc effectivement, il y a 2 alternatives qui sont étudiées par EDF. Pour ce qui est de notre côté d'Orano, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a relancé, d'ailleurs, sur nos fonds propres, des études ad hoc sur le sujet qu'on est en train de mener. Puisqu'en fait, ce débat sur l'URT s'inscrit aussi dans la question qui nous a été posée par le Conseil de politique nucléaire. Donc on s'inscrit dans cette dynamique vis-à-vis de l'État pour être en capacité à répondre ou pas à la demande qui nous est faite d'envisager la construction d'une usine de conversion URT en France. Donc on y travaille activement. Donc on a un certain nombre d'équipes sur le sujet à l'heure où je vous parle. En fait, c'est des activités qu'on a déjà réalisées dans le passé sur le site du Tricastin. Donc on les connaît, on sait comment les opérer.
Ça, c'est la bonne nouvelle. On sait où on mettrait cette usine sur le site. C'est l'ensemble des études qu'on mène actuellement qui nous permettent de le dire. Et on tient compte aussi de notre retour d'expérience sur la construction de notre usine de conversion d'uranium naturel qu'on a menée ces dernières années, qui n'est pas une mince affaire, hein, parce que faire tourner une usine de conversion avec des standards de sûreté qu'on a fait évoluer, puis des standards opérationnels, j'allais dire, c'est un challenge industriel. Donc ça, on l'a appris récemment avec la construction de notre nouvelle usine. Ce retour d'expérience, on peut le mettre à disposition effectivement d'un nouveau projet. Alors ce projet, donc, il est possible de le faire en France sur le site du Tricastin. Maintenant, il faut le faire dans des conditions économiques acceptables. C'est un vrai coût, c'est un vrai savoir-faire, c'est des délais. La problématique de l'URT n'est pas tout à fait la même que celle de l'uranium naturel, hein, parce que vous avez des environnements assez dosants, et donc on sait où, très précisément dans le processus, mettre en place un certain nombre de mécanismes qui nous permettent de traiter ce point-là. Bon, on a l'expérience accumulée, le savoir-faire, le retour d'expérience. Après, il y a un prix qui est nécessaire, une durée pour mettre en place une telle usine. C'est ce qu'on va, j'allais dire, proposer. Et une décision devrait être prise. Alors, je crois que le Conseil de politique nucléaire veut instruire le sujet, notamment au prochain Conseil d'octobre. Donc, j'allais dire, une décision se rapproche probablement au niveau France. Ouais. Merci beaucoup, merci à vous quatre pour ces échanges. Et on va passer à la seconde table ronde. Merci beaucoup. Voilà, donc